Ce devait être une nuit de fête, ce fut une des plus graves catastrophes naturelles du XXe siècle en Belgique. La nuit du Nouvel An de 1926, Liège et sa banlieue ont été dévastées par des inondations records. Des centaines de photos ont été prises à cette occasion, ce qui permet, aujourd'hui encore, de se rendre compte à quelle réalité ont dû faire face les sinistrés. Un siècle plus tard, à différents endroits, des petites plaques commémoratives entretiennent encore la mémoire de ces inondations, mais des traces du passage de l'eau sont toujours visibles à certains endroits. Face à l'ampleur des dégâts, à la détresse humaine et aux conséquences économiques qui ont suivi, de très grands travaux ont été entrepris pour tenter de mieux maîtriser le fleuve. La hausse des digues, la rectification du cours du fleuve, la construction de barrages, mais plus encore, des stations de pompage ont été construites le long de la Meuse. Tous ces travaux ont permis à Liège de se mettre à l'abri de telles catastrophes pendant près d'un siècle. Mais en juillet 2021, de nouvelles inondations ont frappé la région, principalement dans les vallées de la Vesdre et de l'Ourthe, causant la mort de 39 personnes. C'est plus que les attentats de Bruxelles, les tueurs du Brabant ou encore le drame du Heysel, pour reprendre la comparaison de l'avocat Adrien Masset. Nous irons à l'Université de Liège pour mieux comprendre les phénomènes qui ont conduit à ces inondations, pourquoi elles ont été d'une telle ampleur, aussi rapides que dévastatrices. Ce sont les pires inondations qu'a connues la région jusqu'ici. Mais jusqu'à quand ? À quel genre de phénomènes naturels les populations de nos vallées sont-elles exposées pour les prochaines années, les prochaines décennies ? Selon les rapports du GIEC, les inondations comme celle de juillet 2021 vont devenir plus fréquentes, plus intenses aussi. Les prévisions à plus long terme pointent un danger supplémentaire. Ce ne sera peut-être plus seulement les inondations, mais aussi les sécheresses et les feux de forêt. 1926, 2021, un siècle, deux crues meurtrières et demain. Le matin du 1er janvier 1926, Liège se réveille sous eau. Depuis plusieurs semaines, des pluies diluviennes sont tombées sur l'ouest de l'Europe, provoquant des inondations en Belgique, dans le nord de la France et sur une partie des Pays-Bas et de l'Allemagne. Les photos de l'époque témoignent de l'ampleur de ces inondations. Si la région de Liège a tant souffert, c'est en partie en raison de certaines particularités de la Meuse et des rivières, au caractère parfois torrentiel qui l'alimentent. La Meuse peut paraître pourtant bien paisible sur le plateau de Langres, dans les Vosges, où elle prend sa source. La Meuse est un cours d'eau qui a une très grande variété de débit. Entre l'étiage, c'est-à-dire la période la plus sèche, et les crues les plus extrêmes, on peut avoir un débit, un volume d'eau qui traverse Liège, qui passe d'un rapport parfois de 1 à 100. D'habitude, le débit est de l'ordre de 200, 250 mètres cubes par seconde. En plein été, lorsqu'il y a des semaines de sécheresse, eh bien, ce débit peut descendre à une valeur 10 fois plus faible. Et puis, au contraire, en période de précipitation très importante, ce débit monte à 3000 mètres cubes par seconde. Et ça, c'est notamment dû à l'étendue du territoire en amont, sur lesquels, lorsque des pluies tombent, elles finissent par se retrouver sous le pont Franier. Et ce territoire s'étend par exemple jusqu'aux Hauts-de-Fagne, mais aussi en France, par exemple à proximité de villes comme Sedan ou Charleville-Mézières. Et donc la Meuse réagit très rapidement ici à Liège. Donc on peut avoir des comportements très variés du débit de la Meuse. Liège est une ville d'eau. Sur ces anciennes gravures, on voit que Liège a pu ressembler, sous certains aspects, à une ville comme Bruges et apparaître comme une autre petite Venise du Nord. Liège est alors traversée par de nombreux bras de la Meuse et par différentes rivières. Cette configuration a amené les Liégeois à être confrontés, dès le début de leur histoire, à de fréquentes inondations.
C'est une longue histoire, cette lutte de la ville contre le risque d'inondation. Alors probablement que déjà très tôt dans l'histoire de la ville au Moyen-Âge, certains aspects d'aménagement ont pu viser à réduire ce risque. Déjà à l'époque de Nogé, il y a eu un approfondissement du bras de la Sauvenière, donc qui avait probablement plusieurs causes, mais peut-être déjà aussi la mise à l'abri des berges contre les hautes eaux. Certaines inondations plus importantes, survenues au cours des siècles passés, ont incité des Liégeois à laisser aux générations suivantes un témoignage des événements qu'ils avaient vécus. Nous sommes ici à la collégiale Saint-Denis, où un tableau évoque l'inondation de Liège au cours de l'année 1643. Anne-Catherine Delvaux est guide à l'ALGA, l'association liégeoise des guides animateurs. Elle nous raconte un épisode étonnant lié à une statue de la Vierge qui était installée sur le pont des Arches. 1643, une des inondations qui a évidemment envahi la ville de Liège. Et lors de cette inondation, le torrent est violent, la Vierge tombe. Drame. Bien entendu, elle disparaît. Et puis que va-t-il se passer? Quelque temps plus tard, on la retrouve un peu plus haut. Évidemment, c'est impossible. Il s'agit donc d'un miracle. En tout cas, c'est ce que les gens croient. Après la visite de la collégiale Saint-Denis, notre guide nous conduit à la cathédrale Saint-Paul pour nous montrer d'autres témoignages des inondations historiques survenues à Liège. À l'entrée de la cathédrale, sur le côté droit, une petite plaque métallique indique la hauteur des eaux en 1926. Mais d'autres marques avaient déjà été laissées ici. Pour les découvrir, il faut se rendre à l'intérieur et gagner le fond de l'église. Ici, on va retrouver 4 marques. La plus basse, 1571, qui est indiquée aussi grâce à un chronogramme. Vous voyez sur cette inscription, certaines lettres sont en majuscules. Elles représentent des chiffres romains qui, additionnés les uns aux autres, vont faire la somme de 1571. La marque la plus haute ici, 1640-43, c'est la date à laquelle la Vierge qui se trouvait sur le pont des Arches s'est vue emportée par les flots. Une troisième marque en 1740 et puis 1926, qui n'est pas la plus haute, mais qui est marquée par une couleur un peu plus foncée. Probablement que beaucoup de personnes sont venues, choquées par la hauteur, se frotter à cette date. L'ancienne église Saint-Paul se dresse dans le quartier de l'Île, en plein centre de Liège. Le quartier était appelé autrefois l'île de la Cité, car elle était bordée par la Meuse. Le Vinavdil faisait office de rue principale et aujourd'hui encore, de nombreux noms de rues aux alentours rappellent que ce quartier fut, pendant des siècles, entouré d'eau. Nous sommes ici à l'entrée de la rue Pont d'Avroy. Rue Pont d'Avroy, pourquoi? Parce que juste derrière moi se trouvait justement le pont d'Avroy qui passait au-dessus de la Meuse. Nous sommes à l'intersection du boulevard d'Avroy et du boulevard de la Sauvenière, qui était un ancien bras de la Meuse. La Meuse qui passait donc juste en dessous de mes pieds. Ce pont permettait de relier l'île de la Cité, de ce côté-là, au faubourg Saint-Gilles, où se trouve l'église Saint-Christophe. Ce bras de la Meuse a été asséché, assaini, et on a assaini ça au 19e siècle. Ça a commencé au début du XIXe siècle avec l'aménagement de l'ancien bras de la Sauvenière qui a été progressivement réduit avant d'être complètement comblé dans les années 1830-1840. Et puis en 1850, il y a eu une grande inondation qui a touché le centre-ville. Et ça a été le déclencheur alors de l'activation d'un projet qui était déjà dans les cartons pour redresser le cours de la Meuse. Il y a eu aussi l'aménagement de la dérivation qui s'appuie en partie sur des bras naturels, mais qui est aussi en partie composé de canaux ou de chenaux creusés de manière artificielle pour récupérer une partie des eaux de la Meuse en cas de trop-plein et aussi tous les flux provenant de Lourdes. Donc ça s'est fait dans les années 1850 et ça permet donc de mettre la ville, croit-on, à l'abri des inondations. Ça permet également, parallèlement, d'aménager des quartiers dans les espaces qui sont remblayés, là où coulaient auparavant les flux d'eau. Et puis, patatras, en 1880, il y a une nouvelle inondation et
malgré les aménagements qui avaient été réalisés, la ville est en partie à nouveau inondée, tout simplement parce que plus à l'amont, notamment du côté de Lourdes, il n'y a pas encore eu d'endiguement et d'aménagement. Et donc les débordements provenant des flux de Lourdes à l'amont, à nouveau, occasionnent des inondations, y compris dans les quartiers centraux. Jusque-là, les travaux pour endiguer Lourdes ont été considérés comme trop coûteux. C'est finalement le projet d'organiser une exposition universelle à Liège, en 1905, qui va décider les autorités d'investir dans le quartier. Un des principaux bras de Lourdes, le Fourchu Fossé, sera ainsi comblé pour devenir le boulevard Émile de Lavelay. Plus au nord, un autre bras important sera lui aussi supprimé pour laisser place à ce qui deviendra plus tard la succession des boulevards dits de l'automobile, du boulevard de Douai jusqu'au boulevard Raymond Poincaré. C'est ainsi que, depuis 1905, le cours de Lourdes est devenu pratiquement rectiligne depuis la confluence de la Vesdre, à Chênay, jusqu'à son embouchure dans la Meuse. Malgré ces travaux titanesques, Liège est encore inondée plusieurs fois les années suivantes, comme en 1910, en 1920 et en 1924. Le plus grave arrive à la fin de l'année 1925. Différents phénomènes météorologiques extrêmes vont s'enchaîner et provoquer un désastre sans précédent dans la région. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 1925 et début décembre 1925, on a eu d'énormes chutes de neige. On avait une 50aine de centimètres sur tout le massif ardennais et un peu moins d'1 mètre sur le plateau des Hauts-de-Fagne. Donc c'était vraiment de belles quantités. S'en est suivi, après ces chutes de neige, un froid intense. On a par exemple observé moins 22 degrés à la station de Stavelot. Et puis c'est surtout à la fin décembre 1925 et début janvier 1926 où on a eu un énorme flux atlantique avec énormément de précipitations. On avait quasiment tous les jours, pendant 5 jours consécutifs, plus de 20 mm. Avec un jour, on a même eu 60 mm de pluie, ce qui est énorme. 60, c'est ce qui tombe par exemple en un mois sur la ville de Liège, par exemple. Donc vous prenez la quantité du manteau neigeux plus l'arrivée des précipitations qui ont fait fondre ce manteau en quelques heures, quelques jours, eh bien vous avez eu justement toute cette eau qui file vers les rivières et qui a fait déborder les rivières un peu partout. Et évidemment, tout ça cumulé avec un réchauffement de température et avec les précipitations, le niveau de la Meuse est progressivement monté jusqu'à déborder évidemment sur Liège et son agglomération. Au-delà des traits gravés dans les piliers d'église et des petites plaques métalliques accrochées aux façades de certains bâtiments, il y a, encore aujourd'hui, des traces naturelles laissées par le passage de l'eau en crue. Voilà, nous sommes dans le cloître de la cathédrale et ici aussi on va voir une marque de la hauteur des inondations un peu plus particulière. Regardez la couleur du mur. En dessous, plus clair, c'est là que la Meuse est arrivée et au-dessus c'est plus foncé. Ne vous y trompez pas, il s'agit bien de la même pierre. Ce ne sont pas 2 pierres superposées. Comme si la Meuse avait nettoyé les murs de la cathédrale. Et 100 ans après, on le voit toujours. Incroyable. Et les inondations survenues l'hiver 1925-1926 ont fait l'objet de nombreux reportages photos. C'est en partie dû à l'évolution du matériel. Certains modèles d'appareils permettent désormais de faire des photos à main levée qui ne nécessitent pas de longues pauses d'exposition. C'est sans doute un événement où tous les photographes amateurs qui possédaient des appareils qui permettaient de se rendre en extérieur se sont rendus à Liège, ont pris des barques et ont fait des photos en effet de ces inondations exceptionnelles. Liège sous l'eau, 31 décembre 1925, c'est le titre de cet album que la province de Liège a pu acquérir en 2018 lors d'une vente en ligne.
L'album est arrivé tel quel, il ne porte pas le nom de son auteur, mais les 48 photographies qu'il contient sont localisées, une information précieuse pour les archivistes un siècle plus tard. C'est un document assez édifiant sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc c'est vraiment un album de photographie qui a été constitué par un amateur, on pense que c'est un amateur, qui a récolté toutes des vues de Liège Centre. Et on peut voir vraiment le moment où la crue a été la plus intense. On voit des vues de toutes les rues de Liège que nous connaissons actuellement. Donc on voit le café Le Point de Vue, on voit le boulevard d'Avroy. L'intérêt de cet album, c'est que on peut vraiment percevoir l'ambiance de l'époque et cette ambiance est très contrastante. On voit d'un côté vraiment une espèce de calme absolu de la crue, de l'eau et aussi on a l'impression que les personnes qui sont sur ces photos prennent un certain plaisir à se trouver là. Donc il y a une atmosphère un peu bon enfant, certaines personnes sourient, alors qu'en fait c'est une crue qui a créé énormément de dégâts et qui a fait énormément de désolation. On voit plutôt une classe aisée qui se déplace au moyen d'embarcations, au moyen de charrettes. Et ce sont souvent des personnes qui sont véhiculées, qui ne rament pas, on va dire. C'est plutôt des ouvriers ou des domestiques qui vont les véhiculer à travers Liège inondé. Donc on voit quand même qu'il y a encore cette classe sociale, ces deux classes sociales qui sont très très fortement marquées à l'époque. Les archives de l'État à Liège conservent des kilomètres de rayonnage de documents couvrant des siècles d'histoire liégeoise. On peut donc y trouver naturellement différentes archives relatives à ces mêmes inondations. Parmi celles-ci, l'historien Bernard Wilquin nous présente un autre album photo. Alors on voit énormément de choses, hein. C'est particulièrement excitant évidemment parce que le photographe a visiblement utilisé une barque pour se rendre dans différents points névralgiques de Liège et a photographié des lieux bien connus. Alors par exemple on a plusieurs clichés du boulevard d'Avroy. On va reconnaître la statue de Charlemagne, les différentes statues qui entourent évidemment le point d'eau actuellement. Et on va voir des gens sur des barques, sur des espèces de kayaks parfois, ou alors sur des outils improvisés de navigation, des planches en fait. Voire parfois on voit aussi une barque en train d'être construite avec des tonneaux vides en dessous. C'est très intéressant évidemment. En train évidemment d'essayer de naviguer dans les rues de Liège. On voit aussi les tentatives, parfois un petit peu désespérées et improvisées, des services de secours qui vont essayer de porter aide à la population. Alors on voit évidemment des groupes d'individus, des badauds parfois, qui regardent de façon un peu curieuse ce qui se passe, des situations plus désespérées, puisqu'on a des rez-de-chaussée qui sont complètement inondés, avec des familles qui sont réfugiées aux étages. Vraiment des scènes de détresse, de curiosité, d'amusement aussi parfois. On a des personnes qui ont l'air de faire finalement plus du kayak de façon divertissante dans les rues de Liège et qui ont le sourire aux lèvres, et d'autres qui rigolent moins. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec les inondations du 21e siècle, en 2021. Hein. Certains ont été affectés de façon très mineure, peut-être dans leur mobilité, dans leur travail, d'autres ont tout perdu. Et on sait qu'en 1926, c'est aussi le cas, la périphérie de Liège. Serein, par exemple, a été dévastée par les inondations, et là on est face à un public qui est nettement moins favorisé, tandis qu'au centre de Liège, eh bien, les inondations ont certes fait des ravages, mais n'ont pas touché tous les quartiers et pas de la même façon. Les inondations de 1925-1926 ont donc eu des impacts très différents selon les endroits de la vallée. Serein fait partie des communes les plus gravement touchées. Dans plusieurs rues, l'eau a atteint ou dépassé le niveau du premier étage des habitations. C'est beaucoup plus haut que n'importe où ailleurs.
Ceci s'explique par un phénomène de tassement des terrains. Tout le quartier s'est en quelque sorte enfoncé de 2, 3, 4 mètres selon les endroits, au point qu'ils sont descendus à un niveau plus bas que celui de la Meuse. Ce phénomène, lent mais impressionnant par son amplitude, trouve son origine dans l'histoire minière de la région. Dès le 19e siècle, les concessions minières vont être octroyées pour autoriser le prélèvement du charbon dans la vallée de la Meuse, avec une préservation de 200 hectares environ autour du centre de Liège. Il faut savoir qu'à l'époque, le centre de Liège est déjà équipé de nombreux bâtiments remarquables, déjà des ponts et ce genre de choses. Donc pour protéger un peu le centre de Liège, il n'y a pas d'exploitation charbonnière en dessous. Par contre, de part et d'autre de Liège, l'exploitation bat son plein, je dirais. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que les concessionnaires étaient tenus initialement de remblayer les galeries de charbon après leur exploitation. Ça n'a évidemment pas été systématiquement le cas. Quand on a arrêté d'exploiter le charbon, progressivement se sont produits ce qu'on appelle des tassements miniers. Donc les galeries d'exploitation se sont effondrées et remontant progressivement en surface, ça a entraîné un abaissement du niveau du sol par rapport au niveau du sol naturel préexistant. On voit la différence, finalement, entre la Meuse, qui, elle, n'a pas bougé, avec un niveau de flottaison normale qui est resté à 60, un niveau de crue qui est aux alentours de 65 mètres, qui, lui non plus, n'a pas bougé, et de l'autre côté, les terrains avant tout affaissement, qui accueillaient déjà des voiries, qui accueillaient déjà des maisons, et qui, progressivement, en peut-être 120, 130 ans, se sont affaissés sur une ampleur qui pouvait atteindre 5 à 6 mètres aux endroits les plus critiques. En amont et en aval de Liège, des terrains qui étaient autrefois les rives de la Meuse sont donc descendus de plusieurs mètres pour se retrouver sous le niveau de la Meuse. En conséquence, des digues ont dû être élevées pour contenir les crues du fleuve, mais dans les dernières heures de l'année 1925, ces digues se sont avérées insuffisantes et ont été submergées. Et donc, à ce moment-là, la Meuse va noyer la plaine, qui a déjà subi quelques affaissements. Donc, on n'est pas encore à 6 mètres d'amplitude maximale d'affaissement, mais on a déjà 2 à 3 mètres d'affaissement par endroit. Donc, on va avoir à ce moment-là des milliers de maisons, des centaines d'industries qui vont être noyées. Des maisons jusqu'au premier étage, c'était assez régulier. Et des industries qui vont être totalement paralysées pendant de nombreux mois. Sur le plan économique, ça a été une véritable catastrophe. Donc on peut aussi imaginer toutes les machines qui ont été noyées. Tout ça a été un coût extrêmement important pour la relance des processus de fabrication par la suite. Il faut savoir que c'était un drame non seulement humain, évidemment, mais aussi économique. Et également sanitaire, puisque forcément, d'un point de vue santé publique, ce n'était pas non plus la panacée à l'époque. Et donc, on a pu chiffrer l'impact que ces inondations ont eu en 1925-26 et ramener en euros actuels, on évalue cela à 500 millions d'euros. Donc ça a vraiment un impact très important. Les gens sont vraiment démunis, ils sont privés de tout, d'eau potable, de nourriture, de travail. Le chômage n'existe pas à l'époque, donc pour les populations qui se retrouvent sans maison, sans emploi du jour au lendemain, c'est vraiment catastrophique. Il a vraiment fallu que la solidarité s'organise, que les secours se mettent en place et surtout la solidarité interpersonnelle. Donc vraiment, c'est vraiment comme ce qu'on a pu connaître en 2021 ici, quand on a eu de nouveau des inondations. On voit qu'à ce moment-là, les gens s'organisent pour se venir en aide et s'entraider, oui, tout à fait. Plus jamais ça, c'est l'état d'esprit de tous après ces inondations. Le bilan humain direct, en termes de décès, est moins documenté que le désastre social et économique. Près de 40 000 habitations ont été endommagées ou détruites. Pour l'État comme pour la population, 1926, ce sont les inondations de trop. Des solutions doivent être trouvées, coûte que coûte, et les scénarios les plus extrêmes sont envisagés.
La première solution qui est peut-être envisagée, c'est de remblayer, simplement remblayer la plaine pour lui permettre de retrouver un niveau qui la protège des inondations par débordement de la Meuse. Évidemment, remblayer la plaine, ça veut dire délocaliser des milliers de personnes, délocaliser des entreprises qui sont au maximum de leur activité. Ça ne paraît pas faisable finalement. Si on se replonge en 1925-1926, là on est dans un contexte vraiment de grande puissance industrielle dans la vallée liégeoise. À Seraing, il y a énormément d'entreprises. Il y avait évidemment Cockerill. Et donc, imaginez qu'on puisse abandonner ces sites de production semblait probablement irréaliste, et on peut aussi penser que les industriels eux-mêmes ont appuyé l'idée de trouver des solutions techniques pour plutôt mettre à l'abri les quartiers du risque d'inondation que plutôt devoir abandonner leur localisation ou se relocaliser. Il y a une autre solution qui est mise sur la table par Hector Biafno, qui était un directeur des travaux de la ville de Seraing à l'époque, et qui déjà depuis quelques années planchait sur un système de collecte des eaux pour les rediriger vers des stations de refoulement et les renvoyer par pompage dans la Meuse. C'était vraiment les prémices de ce qu'allait devenir le démergement. C'est lui qui l'a vraiment imaginé tel qu'il est aujourd'hui. Le système mis en place pour lutter contre les inondations des zones affaissées comprend donc, pour faire simple, 3 dispositifs. Des digues ont été construites pour empêcher que le fleuve en haute crue ne déborde et inonde les rives. Les eaux de pluie qui tombent directement sur la plaine sont pompées et repoussées dans la Meuse. Sur les collines voisines, les eaux de ruissellement sont captées avant qu'elles n'atteignent les zones affaissées et sont dirigées directement en Meuse. Voici la station de pompage de Seraing. C'est la plus importante du réseau. La station a été bâtie sur une grande dalle de béton, une mesure prise pour empêcher le bâtiment d'être brisé par un mouvement de terrain. Les ouvertures des fenêtres sont à plusieurs mètres de haut et pour accéder au bâtiment, il faut gravir plusieurs volets d'escalier. Ce sont autant de dispositifs mis en place pour empêcher les eaux d'une future inondation d'entrer dans le bâtiment et de noyer les pompes. Nous sommes ici au cœur de notre station de pompage principale numéro 6 de Seraing. C'est une station de pompage qui est dite permanente parce qu'on est dans un endroit où l'affaissement est tel qu'on est en permanence en dessous du niveau de la Meuse, même quand elle est au plus bas. Cette station récolte les eaux de pluie dans 2 grands réservoirs qui sont situés sous le plancher de la salle des pompes. Les eaux de pluie sont ensuite pompées. On voit ici le moteur qui alimente la pompe, alimenté en 6300 volts, pompé par cette pompe. Il y en a 6 en tout dans la station. Donc chacune de ces pompes est capable d'évacuer un débit de 800 litres par seconde. Donc ça fait un débit cumulé de 5 mètres cubes par seconde lorsque les 6 pompes fonctionnent tout en même temps. Et alors, comme nous sommes en bord de Meuse et qu'il y a forcément ce risque de crue, le pompage se fait via un col de cygne. Donc le col de cygne, c'est cette canalisation qui monte et qui monte à un niveau supérieur au niveau de crue maximum de la Meuse. Tout ça pour éviter, évidemment, que l'eau ne fasse le chemin inverse et qu'on ait un refoulement de la Meuse vers la station de pompage. Cette station fonctionne pratiquement tout le temps. Cette station fonctionne tout le temps. En tout cas, dès qu'il pleut, c'est sûr qu'elle fonctionne, puisqu'on est vraiment dans une région qui a subi de gros affaissements miniers. Les eaux de ruissellement, celles qui sont tombées sur les collines voisines, vont être captées pour être envoyées directement dans le fleuve. On va intercepter les eaux qui ruissellent depuis les hauteurs par des collecteurs de ceinture qui vont rediriger ces eaux vers des exutoires, qui sont ces canalisations qui passent sous la plaine sans aucune interconnexion avec les réseaux de la plaine et qui les dirigent directement en Meuse sans nécessité de pompage. L'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration gère aujourd'hui 30 stations de pompage principales qui fonctionnent en permanence et une quinzaine de stations secondaires qui sont mises en service quand les cotes d'alerte sont atteintes sur la Meuse et sur l'Ourthe. La IDE gère aussi plus de 200 km de collecteurs et d'exutoires, un vaste complexe de tuyauterie enterré dans le sol et une douzaine de bassins d'orage. La Meuse reste un fleuve qui se caractérise par des niveaux très différents en cas de haute crue ou de sécheresse, avec comme risque des inondations ou l'arrêt de la navigation. C'est pour résoudre ces préoccupations qu'il a été décidé, suite aux inondations de 1926, de construire de grands barrages sur la Meuse liégeoise.
Un des objectifs qui va être porté par les administrations techniques de l'État et à nouveau par le gouvernement qui va libérer les budgets pour concrétiser le projet va être de créer un grand plan d'eau continu à l'intérieur de l'agglomération. Donc entre un nouveau pont-barrage qui est construit à Montsaint, donc à Laval, et le pont-barrage d'Ivoramé à l'amont. Là, on a un espace d'une vingtaine de kilomètres qui va être placé au même niveau. Ces barrages mobiles permettent, notamment en temps normal, de faciliter la navigation, puisque même s'il y a très peu de débit dans la Meuse, les barrages mobiles permettent de maintenir un niveau constant qui permet la navigation. Il faut savoir, par exemple, qu'en sécheresse, si on n'a pas le barrage de Montsaint, la Meuse sera un filet d'eau à Liège. On pourrait presque traverser à pied. On a du mal à se rendre compte, mais c'est la réalité. Et ça, c'est différent d'autres fleuves en Europe. On entend par exemple que dans certaines régions du Rhin, en Allemagne, en période de sécheresse, la navigation doit être interrompue parce qu'il y a trop peu de tirants d'eau, c'est-à-dire que les profondeurs d'eau sont trop faibles et les bateaux raclent sur le fond. Ça ne se produit pas dans la Meuse grâce à ces barrages mobiles qui maintiennent un niveau constant. Le pont-barrage, comme son nom le dit, est un barrage qui relève les eaux. Donc ça va amener à revoir la hauteur des quais. Donc on va devoir remonter les niveaux des quais et aussi revoir les ponts, puisque en remontant le niveau du plan d'eau, les ponts existants se trouvaient trop bas pour permettre le passage des bateaux. Et donc, on va reconstruire, par exemple, le pont Maguin, on va reconstruire le pont des Arches, le pont aussi de la Boverie. Alors, on ne les voit plus puisque ces ponts ont été encore reconstruits après la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Mais donc, entre la fin des années 20 et la guerre, il y a eu ces nouveaux ponts. La construction du barrage de Montsaint a été décidée après les inondations de 1926. Les travaux ont débuté dès 1928. Le barrage a été inauguré en 1930. C'est alors le plus grand de ce type en Belgique. Le barrage compte 6 pertuis, c'est-à-dire 6 ouvertures de 27 mètres de large qui sont équipées d'une porte en acier construite par Cockerill. Les tours, sur le pont, abritaient les mécanismes de levage. Depuis 1954, le pont-barrage abrite par ailleurs une centrale hydroélectrique. Le pont-barrage de Montsaint s'inscrit en plus, lui, dans le cadre d'un autre projet assez important qui était le redressement de la Meuse à l'aval de l'agglomération. Donc jusqu'à l'inondation de 1925, là on avait encore les tracés naturels qui étaient avec des coudes plus prononcés qu'aujourd'hui. Il y avait aussi des bras secondaires. Et donc à la fois pour mieux gérer les flux d'eau en cas de crue, mais aussi pour faciliter la navigation à l'aval de l'agglomération, on entreprend alors un vaste chantier de redressement. Donc là, ce que l'on voit aujourd'hui quand on se promène entre le site de Conromeuse, Droix et Wantre, en fait c'est un tracé de la Meuse qui a aussi été réaménagé. En même temps, on va aussi réaliser des travaux d'approfondissement du lit. Donc on va creuser, draguer le lit pour assurer un tirant d'eau de plus de 2 mètres qui soit continu dans toute l'agglomération. On a approfondi la Meuse où on l'a élargie en expropriant certaines habitations, etc., pour laisser plus de place à l'eau pour s'écouler et donc avoir moins d'impact en risque d'inondation. Après tous ces grands travaux, on aurait pu, encore une fois, se croire définitivement à l'abri. Mais en juillet 2021, de nouvelles inondations vont frapper la région. Des inondations qui se sont produites dans un contexte météorologique très différent de 1925-1926. En 2021, déjà la première grande différence, c'est qu'on est en été et pas en hiver comme en 1925. Qu'est-ce que ça implique? C'est qu'en été, il fait donc plus chaud et donc les masses d'air, les nuages peuvent accueillir potentiellement plus d'humidité et donc potentiellement aussi plus de précipitations. Donc ça, c'est la première grande différence. La deuxième différence, c'est qu'on est dans des systèmes météo qui ne sont pas du tout comparables. Pourquoi? Parce que en 2021, c'est
qu'on appelle une goutte froide qui s'est échappée du pôle, qui est venue se stationner sur l'Allemagne. Donc il a un cœur, c'est une petite dépression qui a un cœur froid en altitude. Et qu'est-ce qu'implique ce cœur froid? C'est qu'il active terriblement les précipitations qui peuvent se créer en dessous. Et donc il a apporté de l'ordre de plus de 200 mm, en tout cas sur le plateau des Hauts-de-Fagne, ce qui est considérable, parce que 200 mm en 3 jours, c'est globalement de 2 à 3 mois de précipitations en seulement 3 jours. C'est énorme, et donc ça a mené aux inondations que l'on a connues. Ce qui s'est produit en 2021 est très différent de ce qu'on a vécu en 1925-1926. En 1925-1926, il s'agissait d'une grande crue d'un fleuve, comme la Meuse, avec des précipitations intenses sur une longue durée, de l'ordre de 10 jours ou davantage, alors qu'en 2021, ce sont des pluies qui ont été très intenses, mais étaient concentrées sur le bassin versant de petits affluents comme l'Ourthe, mais aussi la Vestre ou l'Amblève. Et ces affluents ont des pentes nettement plus importantes. Vous regardez la pente, par exemple, d'une rivière comme la Vestre, elle est à peu près 100 fois plus forte que la pente de la Meuse. Et donc ce genre de cours d'eau réagit de manière totalement différente, réagit de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Les phénomènes physiques qui se produisent sont aussi très différents, parce que comme la pente est forte, eh bien les vitesses sont plus importantes. Qui dit vitesse plus importante dit aussi capacité à transporter des sédiments, transporter des débris de tout genre. Tout ça a tendance à aggraver les impacts. Ceux qui ont connu les inondations de l'été 2021 ont en mémoire ces images de désastres que l'on aurait voulu croire impossibles chez nous. Des maisons détruites par les flots, des sinistrés réfugiés aux étages ou sur les toits des habitations, d'importants moyens de secours en hommes et en matériel, avec des renforts venus de Flandre, de pays voisins, mais aussi d'Autriche ou d'Italie, pour porter assistance aux personnes les plus exposées. Le bilan officiel fait état de 39 morts en Wallonie, pratiquement tous en province de Liège. On ne peut évaluer aussi précisément l'impact psychologique à long terme sur les populations sinistrées ou les impacts socio-économiques qui s'en sont suivis. Devant l'ampleur du désastre, une commission d'enquête parlementaire a été organisée pour examiner les causes du drame et évaluer la gestion de crise. On s'y est beaucoup interrogé sur la gestion du barrage d'Eupen qui avait fait l'objet de critiques. La commission a estimé, pour sa part, que le barrage avait joué son rôle de tampon. C'est aussi l'avis de l'hydrologue Benjamin de Waals. Tout d'abord, il faut être conscient qu'en l'absence de barrage, la situation a été encore plus grave parce que les barrages ont retenu certaines quantités d'eau en leur amont. Par exemple, le barrage de la Gilette a retenu presque la totalité des pluies qui sont tombées en amont. Donc ça, ce sont des quantités d'eau qui ne se sont pas écoulées dans la vallée et qui n'ont pas contribué à l'inondation. Dans le cas du barrage d'Eupen, il y a eu un souhait de fonctionner de la même manière, de retenir aussi une majorité de l'eau qui provient des pluies en amont. Cependant, à un moment, le niveau du lac a atteint le niveau maximum de sécurité et pour ne pas mettre en danger l'ouvrage lui-même, parce qu'une rupture du barrage aurait été encore plus catastrophique, il a été nécessaire d'ouvrir les vannes de ce barrage pour éviter une mise en danger de la structure elle-même du barrage. Et puis aussi, ce qui est très important au niveau des barrages, c'est de se rendre compte qu'ils ont une capacité à atténuer les crues en aval, mais seulement sur une certaine distance en aval du barrage. Et par exemple, très clairement, des barrages comme Eupen ou la Gilette n'ont pratiquement aucune influence sur la partie aval de la vallée de la Vestre. Par exemple, à partir de Pépinster, puis vers Traux, Chaudfontaine, la gestion des barrages a extrêmement peu d'influence. Pour quelles raisons? Notamment parce que à ces endroits-là, mais il y a une toute grande majorité de l'eau qui arrive, qui contribue aux inondations, qui simplement n'est pas passée par les barrages. C'est de l'eau qui vient des versants ou qui vient d'autres affluents. Et Pépinster est un bon exemple où il y a eu une inondation à Pépinster avant même que la Vestre soit fortement en crue. Et cette inondation était provoquée par un affluent qui s'appelle la Hogne et qui est un affluent totalement non contrôlé. Il n'y a pas de barrage sur la Hogne. Il y a aussi beaucoup été question du barrage de Montsaint lors de ces inondations de juillet 2021. Le barrage était en chantier avec comme conséquence 4 de ces 6 portes qui étaient condamnées à rester fermées.
Pendant la crue, le barrage ne parvenait plus à laisser passer autant d'eau qu'il n'en recevait. Effectivement, en juillet 2021, c'était une crue extrêmement violente, avec une montée très rapide des débits. Et malheureusement, ici à Montsaint, nous étions en plein chantier. Le barrage de Montsaint date de 1930 et devait subir une rénovation très importante. Et nous avions donc un chantier qui immobilisait une partie du barrage, qui ne pouvait pas donc faire passer toute l'eau de la Meuse. Et c'était vraiment un concours de circonstances, puisque d'une part, on avait choisi de faire un chantier en été où la probabilité d'avoir une grande crue était relativement faible. Et en plus, une partie du chantier qui devait se faire en 2020 a été reportée en 2021 à cause du Covid. Mais heureusement, grâce à différentes mesures, on a pu faire passer la totalité du débit sans inonder Liège. Comment ? D'abord, on a utilisé la centrale hydroélectrique de Montsaint qui n'est pas prévue pour fonctionner en crue. On l'a quand même utilisée pour faire passer une partie du débit. Mais on a aussi dévié une partie de l'eau vers le canal Albert, où là, on a d'une part noyé un chantier aux écluses de l'Année à la frontière avec les Pays-Bas pour passer une partie du débit. Et enfin, grâce à une infrastructure qu'on a créée de mémoire dans les années 80 dans le canal Albert, il y a une espèce de, si vous voulez, de trop-plein. Et donc ce trop-plein a permis de dévier une partie de l'eau du canal Albert vers l'aval. Et la totalité de ces mesures a fait que finalement toute l'eau a pu passer ici sur Montsaint en évitant les inondations à Liège. Si on n'avait pas eu le barrage de Montsaint et si on n'avait pas pu rendre les différentes mesures alternatives, oui, effectivement, Liège aurait été inondé. À Liège, si le centre-ville a pu échapper de justesse aux inondations, à l'inverse, les quartiers de Chesnay et d'Angleur figurent parmi les zones les plus sévèrement touchées. Dans un état des lieux dressé par Assuralia, la Fédération des assureurs de Belgique, Liège est la commune wallonne qui compte le plus grand nombre de sinistres, près de 7000 dossiers, qui représentent un coût de plus de 200 millions d'euros. Les communes de Chaudfontaine, d'Esneux, d'Eupen, de Limbourg, de Pepinster, de Theux, de Trou, de Verviers figurent, elles aussi, parmi les plus gravement touchées. Pour le climatologue Xavier Fetweis, les phénomènes extrêmes, survenus dans les vallées de la Vesdre et de l'Ourthe, s'inscrivent dans un contexte de changement climatique. Dans les années 90, on pouvait être climato-sceptique, c'est-à-dire que les modèles suggéraient un réchauffement, mais qu'on n'observait pas encore. Maintenant, dans le dernier des rapports du GIEC, en 2021, le GIEC conclut, sans aucun doute, le réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Pourquoi ? Parce qu'on observe un peu partout des anomalies climatiques. Et si on veut les expliquer avec un modèle, il faut mettre les gaz à effet de serre émis par les activités humaines pour expliquer ces événements-là. Et par exemple, l'événement de juillet 21, qui aurait été beaucoup moins fort sans le réchauffement climatique. Alors en Europe, pour le moment, est-ce que les prévisions du GIEC sont en accord ou pas par rapport à ce qu'on observe ? En fait, ce qu'on observe en Europe, pour le moment, on est 10 à 20 ans en avance par rapport à ce que les modèles prévoient. Et par exemple, l'événement de juillet 21 était prévu par les modèles, mais à partir des années 2030. Et donc cet événement-là n'est pas anodin, c'est pas exceptionnel, c'était quelque chose qui était bien prévu par les modèles, mais comme on est 10 à 20 ans en avance par rapport aux modèles, on observait juillet 21 en 21. Pour l'avenir, les prévisions du GIEC sont préoccupantes. Par rapport aux températures moyennes enregistrées avant l'industrialisation, ces experts du climat estiment que l'on se dirige actuellement vers un monde à plus 3 degrés. Dans un tel contexte, le dérèglement climatique ne menace pas seulement les rivières ou les forêts, mais aussi, d'une manière plus générale, les conditions de vie de la population. Dans un monde à plus 3, Liège aura le climat de Toulouse. À la fin du siècle, tout le monde se dit « chouette, on va avoir le climat de Toulouse, on va pouvoir jouer dans le piton, et puis ainsi de suite. » Dehors, mais en fait, ce sera le climat de Toulouse, mais avec des extrêmes hydriques beaucoup plus importants, c'est-à-dire soit des fortes pluies, soit des longues sécheresses. C'est la première chose. Et puis, il faut se dire aussi que si nous, à Liège, on a le climat de Toulouse, à Toulouse, ils auront le climat je ne sais pas quoi, et à Madrid, ce sera le climat du Sahara. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a toute une partie de la population de l'Europe du Sud qui va devoir migrer vers le nord parce qu'il fera, au niveau de la Méditerranée, il fera intenable dans un monde à plus 3 degrés. Donc ici, on est déjà à 1,5 degré.
quoi qu'on fasse à partir de 2030, on sera dans un monde à plus 2 degrés. Et quand on voit maintenant tous les engagements qui sont pris, ce n'est pas du tout suffisant pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et on le voit ici avec la guerre en Iran, c'est que tout le monde crie au scandale parce qu'on compte sur l'énergie fossile. On n'est pas du tout dans une politique de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je pense qu'on va, de manière ou d'une autre, vers un monde à plus 3. Le but, évidemment, ce serait de limiter ce monde à plus 3 pendant une ou 2 décennies et puis après redescendre vers un monde à plus 2, ce qui est beaucoup plus acceptable au niveau climatique. Alors, c'est une certitude que ce genre d'événement va se reproduire. Simplement, l'évolution du climat a tendance à rendre plus probable, plus fréquent des événements, en tout cas comme les événements de juillet 2021. Et ça, c'est simplement lié à la physique. L'air plus chaud est capable de stocker davantage d'humidité. Puis au moment où il pleut, les pluies sont plus intenses. La circulation atmosphérique est aussi ralentie par l'évolution du climat, ce qui a tendance à maintenir les précipitations plus longtemps au même endroit. C'est exactement ce qui était problématique en juillet 2021. Donc très clairement, des événements de précipitation extrêmes en été auront une probabilité plus élevée dans le futur. Toutes les vallées, le risque sera beaucoup plus important. La vallée de la Vestre, ça restera le haut point noir en Belgique, mais il y aura d'autres vallées qui vont devenir aussi à risque. La vallée de la Semois, la vallée du Viroin, la vallée du Gers en aval de Liège, la vallée aussi de la Berwyn à Aubel, qui sera aussi très sensible aux inondations. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui habitent dans des régions qui n'étaient pas inondables jusque maintenant et qui vont devenir malheureusement inondables parce que, je rappelle, pour 1 degré gagné, l'intensité des précipitations augmente de 7%. Mais à ça, il faut rajouter l'augmentation du bâti et la bétonisation du sol. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de ruissellement pour un même événement. Et donc les 2 effets cumulés, ça va faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire malheureusement inonder dans le futur. Les niveaux de crue de la Meuse ont aussi tendance à augmenter. Donc plusieurs études ont été menées sur base des scénarios du GIEC et ont montré qu'à l'horizon 2050, on était en droit de s'attendre à une augmentation du niveau de crue maximum de la Meuse de 60 cm et peut-être à l'horizon 2100, une augmentation du niveau de 130 cm. Donc 130 cm, c'est une augmentation très importante. Ça risque de mener à des situations où les digues seront, comme en 1926, submergées, où l'eau pourrait à ce moment-là quitter la Meuse et passer au-dessus de la digue pour envahir la plaine. Ces changements climatiques sont déjà ressentis dans les installations de l'AIDE. Les dispositifs de pompage arrivent de plus en plus régulièrement au maximum de leur capacité. Les stations de pompage ont été dimensionnées il y a de nombreuses années. Elles ont été dimensionnées sur base de pluies d'orage de l'époque qui ne sont pas les mêmes pluies d'orage qu'actuellement. Nos ouvrages de démergement sont toujours conçus sur base d'une architecture assez simple finalement. On a 2 pompes plus une pompe de réserve ou 4 pompes plus 2 pompes de réserve. À savoir que ces pompes de réserve sont censées ne fonctionner effectivement qu'en cas de panne d'une des pompes principales. Voilà, c'est comme ça qu'elles ont été conçues, c'est comme ça qu'elles ont été dimensionnées à l'époque. Maintenant, avec les orages que l'on a actuellement, on peut constater quand même une réelle augmentation du débit d'eau qui arrive dans nos stations, puisqu'il n'est pas rare que l'on doive enclencher, dans une station qui est prévue à 4 pompes plus d'autres réserves, qu'on doive enclencher les 6 pompes pour pouvoir faire face à un orage assez commun. Les rapports du GIEC sont considérés par la communauté scientifique mondiale comme la source la plus fiable sur le climat. Selon le GIEC, nos régions seront amenées à connaître, dans un futur proche, des étés contrastés, tantôt très pluvieux, tantôt très secs. Et le danger ne sera peut-être plus seulement les inondations, mais aussi les sécheresses et les feux de forêt. Il faut savoir que dans un monde à plus 3, on sera en permanence en canicule en été, par exemple. Et donc le centre-ville, évidemment, il va faire très chaud. Et puis, il y a un problème qui va arriver aussi, c'est les feux de forêt. Parce qu'il y a les inondations, mais Liège est entouré de plein de forêts. Ces forêts ne sont plus du tout en équilibre avec le climat qu'on va avoir, plus cumulé à une augmentation des sécheresses en été, et donc il va y avoir un risque de feu de forêt qui va arriver. Pour le moment, on n'est pas prêt pour ce genre d'événement, mais cet événement va arriver assez vite, et donc il faut aussi s'apprêter aussi bien à l'augmentation des inondations qu'à l'augmentation des sécheresses et des feux de forêt. Les changements climatiques imposent des changements de mode de vie. L'ampleur des dégâts futurs dépendra des actions qui sont menées aujourd'hui. Pour Xavier Fetways, le pire scénario pour la planète serait que chacun attende, pour s'y mettre, que les autres agissent.
Souvent, on se dit, si je fais quelque chose, c'est que mon voisin ou le pays d'à côté ou les Américains ne font rien. On se dit, ça ne sert à rien. Mais je pense qu'il faut montrer l'exemple, en fait. C'est sûr que se passer complètement de sa voiture, de l'avion et ainsi de suite, c'est compliqué. Mais on peut montrer l'exemple. Et en fait, tous les économistes montrent que se passer des énergies fossiles, à un moment donné, ça coûtera beaucoup moins cher que de subir le réchauffement climatique qu'on aura si on ne se passe pas des énergies fossiles. Et donc ce qu'on doit faire, par exemple l'Europe n'a aucune énergie fossile sur son territoire, on voit qu'on est très dépendant des autres pays. Si on se passe des énergies fossiles et qu'on montre qu'économiquement parlant c'est rentable, à ce moment-là les autres pays vont nous suivre. Et donc se dire je ne bouge pas tant que les Chinois, les Américains et les Russes se bougent, c'est complètement idiot pour moi. Les Européens en particulier doivent vous montrer l'exemple et à ce moment-là les autres pays suivront. Des inondations, il y en a eu de tout temps, bien avant le réchauffement climatique. La nature a toujours engendré des phénomènes sauvages. Mais dans un écosystème qui se modifie, ces phénomènes naturels sont appelés à devenir plus imprévisibles, moins contrôlables. Les événements de juillet 2021 en sont une manifestation. Derrière cette abondance de précipitations sans précédent, derrière la violence des crues, il y a bien un équilibre qui se dérègle, un climat qui change. Durant quelques heures, les rivières ont repris leur tracé naturel, les habitations, les routes, toute une série d'infrastructures construites près des berges et dans les plaines voisines ont été envahies par les eaux. Et si ces images nous bouleversent, ce n'est pas seulement pour ce qu'elles montrent, c'est aussi pour ce qu'elles annoncent. Elles sont un avertissement. Des phénomènes, comme il en est survenu en juillet 2021, sont appelés à se répéter avec une plus grande fréquence, une plus grande amplitude. Ces images nous invitent aussi à repenser notre manière d'habiter le monde, à respecter davantage les équilibres naturels et préserver ce qui peut encore l'être. Sans quoi, des événements extrêmes, comme ces inondations, ne seront plus exceptionnels. Avec le temps, ils deviendront la norme, une norme dont personne ne veut.